Écoutez, je dis bonjour à tout le monde, hein. Merci beaucoup d'être venu participer à ce deuxième webinaire organisé par le CEDRE. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Mélanie Chotard, donc, qui est un jeune docteur en biologie. Donc bonjour à tous et merci d'assister à ce webinaire. Donc moi, durant ces 45 prochaines minutes, je vais vous exposer mon sujet de thèse qui est intitulé « Exploration du potentiel de production de biotensioactifs par des champignons et valorisation dans la lutte contre les pollutions marines ». Donc cette thèse a été réalisée en collaboration entre le LUBEM et le CEDRE, a été dirigée par le professeur Jérôme Mounier et co-encadrée par les docteurs Marie-Elisabeth Lucchesi et Stéphane Le Floch. Donc on va tout d'abord commencer par une mise en contexte de cette thèse. Donc ces 100 dernières années, on a fait face à un réel essor de la production de pétrole, ce qui a malheureusement conduit à de nombreux accidents pétroliers. Alors sur cette carte sont représentés les échouements qui ont eu lieu entre les années 1970 et 2021. On estime à 5,87 millions de tonnes de pétrole la quantité déversée donc, dans les océans suite à ces accidents, pour un total de 1854 échouements pétroliers. Alors pour faire face à ces déversements, plusieurs techniques peuvent être utilisées. Donc dans un premier temps, il va s'agir de récupérer le pétrole, donc par des systèmes de barrières, mais également des écrémeurs. Une des techniques qui peut être utilisée est le brûlage, mais je ne vais pas m'étendre sur cette technique puisqu'elle est utilisée de manière très anecdotique. Et enfin, une des techniques les plus utilisées est la dispersion. Alors cette dispersion est permise par l'utilisation de dispersants, donc qui sont des cocktails de molécules comprenant des solvants et des tensioactifs. Et donc ces tensioactifs, donc qui sont des petites molécules comprenant une partie hydrophile et une partie lipophile, vont permettre la formation de micelles. Et c'est ces micelles qui vont permettre la dispersion du pétrole dans la colonne d'eau. Cela a pour conséquence de faciliter la biodégradation de ce pétrole par des micro-organismes hydrocarbonoclastes, donc capables de dégrader ce pétrole. Alors les dispersants étaient classés en 3 générations. Dans les années 60, on utilisait les dispersants dits de première génération, mais qui s'avéraient toxiques, puisque similaires à des détergents ménagers. À la suite, ont été mis en place des dispersants de deuxième génération, mais qui s'avéraient peu efficaces, puisqu'insolubles dans l'eau. Et à la suite, ont été mis en place les dispersants dits de troisième génération, et qui s'avéraient moins toxiques, concentrés en tensioactifs et solubles dans l'eau. Une problématique néanmoins se pose face à ces dispersants, puisque qui dit ajout de dispersants dit ajout de substances chimiques dans un environnement qui est déjà fragilisé par une nappe de pétrole. Et deuxième problématique, c'est la biodégradabilité de certains tensioactifs qui sont présents dans ces dispersants. Donc un des axes de réponse à cette problématique serait de remplacer les tensioactifs utilisés par des composés biodégradables et moins toxiques, tels que les biotensioactifs. Donc les biotensioactifs sont des molécules produites par des micro-organismes. Alors on distingue 2 catégories de biotensioactifs, donc ceux à faible poids moléculaire et ceux à haut poids moléculaire. Alors parmi les biotensioactifs à faible poids moléculaire, on retrouve les glycolipides, les phospholipides, les lipopeptides et d'autres groupes et d'autres familles de molécules. Tandis que pour les biotensioactifs à haut poids moléculaire, on va retrouver des protéines ou encore des lipopolysaccharides qui sont des grosses molécules. Donc les glycolipides, ce sont le groupe le plus étudié globalement dans la littérature, et on retrouve des sous-familles dans ces glycolipides tels que les rhamnolipides, les manosyl-érythritol-lipides, ce qu'on appelle MEL, et également les sophorolipides. Alors comme je le disais, ce sont des molécules produites par des micro-organismes, et ici je vous ai mis quelques exemples de micro-organismes capables de produire ces glycolipides. Donc, par exemple, on a des bactéries telles que Pseudomonas aeruginosa ou encore Serratia rubidea qui sont connues pour leur production en rhamnolipides. On a des levures qui sont connues pour leur production en MEL, telles que Pseudozima, Quercusomyces ou encore Candida. Et également Starmerella bombicola, qui est également une levure qui est connue pour sa production en sophorolipides. Pour ce qui est des lipopeptides, dans la littérature, on retrouve beaucoup également d'articles faisant mention de ces lipopeptides produits par des bactéries telles que Bacillus, Micromonospora, Brevibacterium ou encore Penibacillus. Globalement, ce qu'on observe dans la littérature, c'est qu'il y a beaucoup plus d'études qui ont été conduites sur les bactéries et les levures comparées aux champignons filamenteux. Pourtant, les champignons filamenteux sont quand même connus comme étant capables de produire des biotensioactifs.
Et ici, donc, je vous ai mis des champignons filamenteux qui sont connus pour leur production donc, en biotensioactifs. Donc on retrouve les genres Ustilago, Penicillium, Mucor, Cunningamella ou encore Fusarium qui sont capables de produire des glycolipides. Fusarium, Penicillium qu'on retrouve également chez les producteurs de lipopeptides, ainsi que Pleurotus, Trametes ou encore Trichoderma. On sait qu'ils sont également capables de produire des protéines avec des propriétés biotensioactives. C'est le cas notamment pour Aspergillus terreus, Trichoderma arsianum ou encore Trichoderma raceyi. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que les principaux genres fongiques capables de produire ces biotensioactifs, ce sont Trichoderma, Fusarium et Penicillium, qui sont également des genres connus comme étant capables de dégrader des hydrocarbures. Donc le premier constat qu'on peut faire d'après la littérature, c'est que les champignons produisent des biotensioactifs afin de leur permettre d'accéder à un substrat hydrophobe, donc tel que les huiles ou encore le pétrole. Donc l'objectif, suite à ce constat, ce serait d'utiliser ces métabolites tensioactifs en dépollution marine comme composants de dispersants. Alors pour mener cet objectif à bien au cours de la thèse, on a mené 3 études différentes. Donc la première étude portait sur la production de biotensioactifs par des Mucoromycota, donc qui est en fait un phylum fongique, donc un grand groupe de champignons. Ces Mucoromycota en fait sont connus comme étant lipolytiques, donc capables de dégrader des lipides. C'est pour ça que notre intérêt s'est porté sur ce phylum. Quant à la deuxième étude, elle portait sur la prospection de champignons produisant des biotensioactifs dans des environnements contaminés aux hydrocarbures. Et dans un troisième temps, la troisième étude portait sur la caractérisation de l'activité surfactante, donc tensioactive, chez Trichoderma citrinoviridae, qui a été un champignon sélectionné lors de la deuxième étude. Je vais revenir en détail sur cette transition. Donc ces 3 études avaient pour objectif de répondre à 4 grandes questions scientifiques qui ont été au cœur en fait, de la thèse, à savoir quelle est la diversité des champignons produisant des molécules tensioactives, quel est l'impact des conditions de culture sur la production de ces molécules, quelle est l'efficacité de ces molécules in situ et notamment en dépollution marine, en comparaison avec les solutions existantes, et enfin, quelle est la nature chimique des molécules produites. Donc on va d'abord se focaliser sur la première étude, donc celle portant sur les Mucoromycota, avec pour objectif de répondre à cette question. Y a-t-il des champignons du phylum des Mucoromycota capables de produire des biotensioactifs? Donc pour répondre à cette question, on a pris un panel de 24 souches appartenant aux Mucoromycota, donc 24 souches fongiques qui appartenaient à 3 genres différents, donc Mucor, Lichtemia et Absidia, et à 11 espèces différentes. Donc en partant de ces 24 souches, on les a ensuite mis en culture dans un milieu d'IBSF5 et un milieu propice pour la production des tensioactifs, parce que c'est un milieu qui contient beaucoup d'huile. Et suite à ces cultures, on va récupérer donc les surnageants de culture. Donc en fait, on va enlever tout ce qui est cellules fongiques et on va garder vraiment que le jus produit par les champignons, donc qu'on va appeler surnageants. Et ces surnageants, en fait, on va tester leurs propriétés par le biais de 2 tests qu'on va appeler parafilm M-test, PMT, et le Oil Spreading Test, OST. Donc très basiquement, ce sont des tests qui sont très simples et très rapides. Donc le parafilm M-test, tout simplement, on va prendre une surface hydrophobe, telle que le parafilm, et on va venir placer du surnageant à la surface, et on va voir s'il y a un étalement de gouttes ou non, et donc voir si le surnageant a des propriétés hydrophobes. Pour ce qui est du Oil Spreading Test, on va prendre une boîte de pétri, on va mettre de l'eau, à la surface on va placer une couche de pétrole, et on va venir tester le surnageant à la surface, et on va voir si ce surnageant est capable de repousser le pétrole en surface ou non. Donc suite à ces tests, on a pu noter que 8 souches se sont avérées capables de avoir des propriétés soit hydrophobes, soit de repousser le pétrole, et ont donc été sélectionnées pour la suite de l'étude. Donc l'idée à la suite, ça a été de tester ces 8 souches, donc qui appartenaient à 6 espèces différentes, et de les mettre en culture dans différents milieux pour voir s'il y avait un impact, notamment de la source de carbone. Donc l'huile de colza, l'huile d'arachide et l'huile de lin ont été testées, mais également de voir s'il y avait un impact de la concentration de la source d'azote, donc qui était l'extrait de levure ici. Et enfin, on a fait varier également la source, la concentration en glucose, pour voir s'il y avait un impact également de ce facteur. Donc, dans la même idée que la première expérimentation, on a récupéré les surnageants et on les a testés par les mêmes tests, donc le PMT et l'OST. Donc ici sont représentés les résultats obtenus. Donc en fait, on peut observer qu'on a les diamètres de répulsion OST en fonction de chaque milieu. Et pour chaque milieu, on va observer, on va avoir ici toutes les souches testées, en fait les 8 souches testées.
Ce qu'on peut voir, c'est que pour le milieu BSF5, on a le plus grand nombre de souches affichant les meilleurs résultats. Donc c'est donc ce milieu qu'on va sélectionner par la suite, puisqu'il a présenté les meilleurs résultats. En outre de la sélection de ce milieu, on a également sélectionné 3 souches. Donc les 3 meilleures en fait, de ces tests, à savoir Mucor circineloides, Mucor plombeus et Mucor mucedo. Donc afin de caractériser plus finement leur activité, on a pu réaliser un test d'émulsion dit E24 qui va permettre de nous orienter sur la capacité d'émulsion de ces surnageants, donc après culture dans le BSF5. Donc ce test, c'est également un test très simple puisqu'on va prendre un tube, on va placer un volume identique de surnageants et de diesel, on va agiter par vortex et on va laisser au repos pendant 24 heures. Et à la suite, on va venir mesurer la hauteur d'émulsion formée. Et par un rapport, on va obtenir du coup un pourcentage, donc un indice E24. Donc ici, on retrouve les résultats obtenus pour l'eau et du SDS 20%, donc qui est un tensioactif commercial. Ce qu'on peut voir, c'est que pour l'eau, le 24 est de 0%, puisqu'il n'y a pas d'émulsion formée. Pour ce qui est du SDS 20%, on atteint à peu près 70% de 24, ce qui est assez élevé. Et donc ce qu'on a pu observer pour les 3 souches sélectionnées, donc Mucedo, circineloides et plombeus, c'est que le pouvoir émulsifiant était négligeable puisqu'inférieur à 10%, comme on peut le voir sur les photos. Donc suite à ce test d'émulsion, on a souhaité mesurer la tension de surface des surnageants de ces trois mucors, avec pour objectif de voir si ces surnageants étaient capables d'abaisser la tension de surface. Donc ici vous avez les tensions de surface en fonction des 3 souches, mais également du milieu BSF5 et de l'eau. Alors notre paire, ça va être l'eau qui nous sert de témoin négatif et qui atteint une valeur de tension de surface de 72 millинewtons par mètre. Ce qu'on peut voir, c'est que pour les 3 mucors, on a un réel abaissement de la tension de surface puisqu'on se situe entre 32 et 37 millинewtons par mètre. Donc on peut voir que le pouvoir émulsifiant était certes négligeable, néanmoins les 3 mucors étaient capables d'abaisser la tension de surface. Donc à la suite, on a souhaité caractériser les molécules produites par ces trois souches. Donc pour ça, en fait, on va récupérer des extraits actifs. Donc en partant du surnageant, on va vouloir récupérer un concentré de molécules actives. Donc ça se fait par des manipulations chimiques où on va précipiter à l'acide et faire des extractions à l'acétate d'éthyle, qui est un solvant en fait, qui va nous permettre de récupérer toutes les molécules hydrophobes. Et suite à ces extractions, donc on va obtenir des extraits actifs et qu'on va pouvoir utiliser pour réaliser des chromatographies sur couche mince, très simplement. Et grâce à l'utilisation de révélateurs différents, on va pouvoir mettre en avant la présence de lipides, de sucre ou encore de peptides au sein des surnageants. Il y a des extraits actifs du coup de ces 3 souches. Donc ce qu'on peut voir, c'est que pour les lipides et pour les sucres, on a obtenu des bandes à même hauteur, ce qui suggère qu'on a des molécules composées à la fois de lipides et de sucre. Ce qui tend à dire que les molécules produites par ces 3 souches seraient des glycolipides. Alors en conclusion de cette première étude, on a pu voir que différentes espèces de mucors produisent des molécules avec des propriétés tensioactives. Et après étude de l'influence des facteurs, un milieu optimal, donc le BSF5, a pu être sélectionné pour 3 souches. Et donc ces 3 souches sont plombeus, circineloides et mucedo. On a pu mettre en évidence finalement la production de glycolipides chez ces 3 souches, qui appartiennent en plus à 3 espèces différentes. Donc ces résultats ont fait l'objet d'un article qui a été publié cette année dans Applied Microbiology, mais également l'objet d'un poster qui a été présenté lors d'un congrès à Paris en 2019. On va à présent se focaliser sur la deuxième étude, celle portant sur la prospection dans des environnements contaminés aux hydrocarbures, avec pour objectif de répondre à cette question: ces environnements contaminés constituent-ils un réservoir de champignons producteurs de biotensioactifs? Pour répondre à ces questions, on a mené un échantillonnage au sein de 4 sites de prélèvement à l'île Grande, sur la plage du Cèdre, en port de Brest et également à Pinfeld. Ces prélèvements ont été réalisés à 2 saisons, donc hiver-printemps entre janvier et avril, et en été au mois de juillet. Cela a conduit à l'obtention de 30 échantillons d'eau et de sédiments qui ont par la suite pu être analysés. Donc chaque échantillon a pu être caractérisé de manière physico-chimique. Donc pour les eaux, on a pu noter la salinité, pH, oxymétrie, température et pouvoir redox, tandis que pour les sédiments, on a pu obtenir donc les profils en alcane et en hydrocarbures aromatiques polycycliques qui ont été dosés par GCMS. Donc assez simplement, pour ce qui est des eaux, on n'a pas noté d'importantes différences pour ce qui est du pH, du pouvoir redox ou encore pour l'oxymétrie. Néanmoins, on peut noter que la salinité varie beaucoup d'un site à un autre, notamment entre la Pinfeld, qui a une salinité très faible,
comparé par exemple au port de Brest ou encore à l'île Grande où on peut atteindre 40 grammes par litre de salinité. Autre observation, c'est que pour les températures, et assez logiquement, on a pu observer qu'elles doublaient d'une saison à l'autre, en passant en moyenne de 10 à 20 degrés de l'hiver à l'été. Alors pour ce qui est des sédiments, donc je disais, on a pu obtenir donc, des profils d'alcanes, qui a été dosé par GCMS. Donc ici sont représentées donc, les concentrations en alcanes obtenues pour chaque site. Donc les alcanes, ce sont des hydrocarbures plutôt simples, linéaires, donc ce sont des petites chaînes hydrocarbonées. Donc en observation très simple, ce qu'on a pu observer, c'est qu'on n'a pas de petits alcanes dans les échantillons de la Pinfeld, ni dans le port de Brest, si ce n'est pour un échantillon du port de Brest. Et ce qu'on peut noter également, c'est que le site du Cèdre était très riche en alcanes lourds, comme on peut le voir ici, et que ce site s'est avéré plus pollué que les autres sites. Donc on a fait la même chose pour les HAP, donc les hydrocarbures aromatiques polycycliques, donc qui sont des hydrocarbures plus complexes, mais également plus toxiques que les alcanes. Donc ici on retrouve également la concentration en HAP en fonction des sites. Et ce qu'on peut observer ici, c'est que les sites du Cèdre et de la Pinfeld, un échantillon de la Pinfeld, sont avérés très riches en HAP en comparaison des autres sites. Donc, suite à ces premières caractérisations physico-chimiques, on a souhaité caractériser la diversité fongique présente dans ces échantillons. Donc, cela s'est fait par approche culture indépendante. Donc, ce qu'on appelle culture indépendante, ça va être une méthode qu'on appelle métabarcoding, qui va nous permettre de déterminer quels champignons sont présents dans les échantillons. Donc, pour cela, en fait, on va partir des sédiments et des eaux prélevées. Donc, je vous disais, on avait 30 échantillons. Chaque analyse a été faite en triplicate, d'où l'obtention de 90 échantillons ici. Donc sur ces échantillons, on va récupérer l'ADN total, donc tout l'ADN présent dans les sédiments et dans les eaux. Et à la suite, on va par séquençage pouvoir réaliser un traitement bioinformatique et donc déterminer les diversités, la distribution également des genres fongiques obtenus pour chaque échantillon. Donc pour ce qui est du traitement bioinformatique, en fait, on va nettoyer toutes les données obtenues après séquençage. Et donc de 90 échantillons, on tombe à 68, puisque après analyse et nettoyage des données, il y a certains des échantillons d'eau qui ont été supprimés de l'analyse, puisque pas représentatifs en fait des sites. Donc à partir de ces 68 échantillons analysés, donc on va faire donc des analyses de diversité, à savoir la diversité alpha, la diversité bêta, mais également la distribution des taxa. Alors j'ai essayé de simplifier un peu l'explication des diversités alpha et bêta pour les gens qui ne sont pas du domaine. Pour la diversité alpha, en fait, elle représente la diversité d'organismes provenant d'une même communauté. Donc, par exemple, si ici on a le Cèdre, l'île Grande, la Pinfeld, au sein de chaque site, on va pouvoir déterminer la diversité alpha. Pour ce qui est de la diversité bêta, c'est une diversité qui est observée entre les communautés, donc entre chaque site. Donc, je vais commencer par présenter la diversité alpha. Donc, cette diversité, en fait, on peut l'analyser par divers indices, donc notamment l'indice richesse, qui va tout simplement nous donner le nombre d'OTU, donc le nombre de champignons obtenus par échantillon. Et un autre indice qu'on peut utiliser, c'est l'indice de Simpson, qui va nous donner une idée sur l'homogénéisation des populations. Donc, globalement, ce qu'on a pu observer au sein de chaque site, c'est que c'est la Pinfeld, le site de la Pinfeld, qui présentait la plus grande richesse comparée aux autres sites, et donc qui affichait une plus grande diversité de champignons. Globalement, ce qu'on a pu observer, c'est qu'au sein de chaque site, les populations s'avéraient plutôt homogènes, on n'avait pas de grandes variations. Pour ce qui est de la distribution des taxa, donc qui va correspondre en fait à l'identité des champignons présents au sein des échantillons, donc des sédiments et d'eau. Donc ici sont représentés donc, les 4 sites et donc les échantillons de sédiments obtenus. Donc ce qu'on peut observer pour la Pinfeld, l'île Grande et le port de Brest, on a des genres prédominants qui sont Cladosporium, Penicillium, Pseudorosium, Phoma, Aspergillus et Trichoderma, qui sont des genres fongiques ubiquis, on va les retrouver partout. Pour ce qui est du Cèdre, on a retrouvé les genres Coconis, Caetomium, Debaryomyces et Emerycelopsis, qui sont des genres à tendance plutôt marine, donc qui sont également plutôt ubiquis pour ce qui est de Caetomium et Debaryomyces, et Emerycelopsis est plutôt un genre qu'on va retrouver plutôt en milieu marin. Si on se penche sur les échantillons d'eau, comme je vous disais, on a supprimé des échantillons d'eau, c'est pour cela que sont représentés uniquement les sites de la Pinfeld et du Cèdre, pour les échantillons d'eau. Pour le Cèdre, on retrouve les mêmes genres que dans les sédiments, à savoir Ocroconis, Caetomium, Debaryomyces et Emerycelopsis, et on retrouve également les genres Fusicola et Oreobasidium.
Pour ce qui est de la pymphène, on retrouve des genres un peu différents, puisqu'on a une majorité de genres Vibricea, Fusicola. On a également Candida et Phoma, qui sont tous les deux ubiquistes. Et ce qui est important de noter à ce moment, c'est que Vibricea et Fusicola sont des genres fongiques qu'on retrouve plutôt en eau douce. Donc ce n'est pas aberrant du tout, hein, au vu de la salinité qu'on avait pu mesurer au tout début, en fait, lors de la caractérisation physico-chimique. Pour ce qui est de la diversité bêta, je ne vais pas m'étendre trop longtemps hein, sur cette diversité, mais ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y avait un facteur site en fait, qui était significatif. Ça veut dire qu'au sein de chaque site, on notait des populations fongiques différentes. En fait, la diversité fongique s'expliquait par le facteur site. Donc, suite à cette caractérisation de la diversité fongique par approche culture indépendante, nous avons souhaité étudier la diversité des champignons producteurs de biotensioactifs, et cela par approche culture dépendante. Donc l'approche culture dépendante, en fait, c'est une approche culturale, donc qui a pu être réalisée d'après deux stratégies différentes, par ce qu'on appelle l'analyse directe et l'analyse par enrichissement. Alors tout simplement, l'analyse directe, on va partir des sédiments et des eaux, on va faire des dilutions, et en fait on va étaler sur deux milieux de culture, à savoir les milieux PDA et Saburo, qui sont des milieux couramment utilisés en mycologie. Et pour ce qui est de l'analyse par enrichissement, on a une étape supplémentaire puisqu'on va partir des sédiments et des eaux, on va les mettre en culture dans un bouillon liquide où en fait on va rajouter du diesel, avec pour objectif en fait de sélectionner des champignons capables de pousser en présence de diesel. Donc suite à ces cultures liquides, donc pareil, on va réaliser des dilutions et des étalements sur ces deux milieux, et ensuite on va pouvoir voir ce qui pousse. Donc suite à l'analyse directe, en fait on a des boîtes avec plusieurs champignons différents. Donc ça va nous donner une idée sur l'abondance, puisqu'en fait on va compter le nombre de champignons. Et en fait globalement ce qu'on a pu voir grâce aux abondances, c'est que les champignons poussent plus facilement sur le milieu PDA que sur le milieu Saburo, qu'il y a plus de champignons dans les sédiments que dans les eaux, et plus de champignons en été qu'en hiver. Alors suite à ces étalements, donc je vous disais on a des boîtes avec plein de champignons différents, donc l'objectif va être d'isoler ces champignons, donc de manière aléatoire, on va réaliser des isolements, donc on va les prendre et les mettre sur des boîtes à part, et cela a conduit à l'obtention de 701 isolats différents. Donc comme l'objectif était de déterminer la diversité de champignons producteurs de biotensioactifs, on va partir de ces 701 isolats et les mettre en culture dans des plaques, donc dans des milieux liquides contenant 2,5 ml de milieu. On va utiliser pour cela deux milieux, donc le milieu BSF5 qui a été présenté lors de la première étude, et un milieu Cavadia qui est un milieu très riche en sucre. Donc suite à ces cultures, on procède de la même manière, on récupère les surnageants et on va cribler par le biais des deux tests, le PNT et l'OST. Alors suite à ce criblage, sur les 701 isolats, on a 179 isolats qui ont présenté des résultats positifs à au moins un des deux tests. Et donc l'objectif a été de mettre un nom sur ces isolats et donc de les identifier par séquençage. Donc ici est représenté donc, le nom d'isolat en fonction des sites, des matrices, donc eau et sédiments, et des saisons. Cette figure nous permet de mettre en avant un aspect important, c'est qu'il y a une grande diversité qui a été observée au sein de ces 179 isolats, puisqu'on a 3 phyla qui ont été représentés, 49 genres différents et 83 espèces. Ce qu'on peut noter également ici, c'est qu'on retrouve une majorité de Trichoderma, Fusarium, Candida et Penicillium, qui sont avérés très présents parmi ces 179 isolats. Et si vous vous souvenez, dans le contexte, je disais que que Trichoderma, Fusarium et Penicillium sont également des genres connus pour leur dégradation en hydrocarbures. Donc ces genres, on les a également retrouvés lors de l'analyse culturelle. Alors ici sont représentés plutôt les résultats obtenus à l'OST en fonction des résultats obtenus au PMT. Donc en fait, les 179 isolats sont représentés. Et ce qu'on peut voir, c'est que la majorité de ces isolats affichent de bons résultats au PMT, mais de très faibles aires de répulsion en OST. À l'exception de 6 champignons, dont 3 trichodermas, donc un trichoderma citrinoviridé provenant du cèdre, un trichoderma longibrachiatum, arsianum, et également 3 autres genres, Mucorgryseoceanus, Oreobasidium pullulans et Diaporté RS, qui ont présenté de bons résultats à l'OST, mais également au PMT. Alors en conclusion de cette étude, on a pu noter une grande diversité fongique qui a été retrouvée dans les environnements contaminés et qui a été structurée en fonction des sites. Dans un deuxième temps, les sites riches en hydrocarbures sont donc bel et bien un réservoir de producteurs de biotensioactifs, puisque sur les 701 isolats, 25,5% d'isolats se sont avérés positifs à au moins un des deux tests.
Et enfin, on a pu mettre en évidence 6 souches prometteuses, dont une souche de Trichoderma citrinoviride, donc qui a été isolée à partir des sédiments provenant de la plage du Cèdre, et qui a présenté les meilleurs résultats au criblage. Donc ces résultats ont fait l'objet d'un article qui a été accepté avec révision mineure dans le Journal of Applied Microbiology, mais également l'objet de 2 présentations orales, donc, dont une au colloque de l'Exam, et également un poster qui a été présenté aux journées scientifiques de l'école doctorale égale. On va maintenant se focaliser sur la 3e et dernière étude, donc à savoir la caractérisation de l'activité surfactante chez Trichoderma citrinoviride, avec pour objectif de répondre à ces 3 questions. Donc quels facteurs influencent la production de biotensioactifs chez ce champignon? L'activité peut-elle être conservée après une montée en échelle? Et enfin, quels sont les composés responsables de cette tensioactivité? Alors pour répondre à la première question, à savoir les facteurs influençant la production de biotensioactifs, on a réalisé une phase d'optimisation donc en partant des plaques qui ont été utilisées avant criblage. C'est des cultures contenant 2,5 ml de milieu. Donc on a testé 4 sources de carbone différentes, à savoir l'huile de soja, l'huile de colza, le saccharose et le glycérol, à 3 concentrations différentes, donc 20, 40 et 80 grammes par litre, avec 2 sources d'azote différentes, donc à savoir l'extrait de levure, du sulfate d'ammonium complémenté avec l'extrait de levure, et enfin à 2 salinités différentes, donc à 1 et 3% de sel de mer. Donc à la suite de ces cultures, les surnageants ont à nouveau été récupérés, testés de la même manière avec le PMT et l'OST. Ici sont représentés les résultats pour l'OST, donc en fonction des sources de carbone, des sources d'azote et concentration en sel de mer, mais également des concentrations de la source de carbone, donc avec les couleurs. Ce qu'on peut observer ici, c'est que les milieux contenant du sulfate d'ammonium en source d'azote, que ce soit à 1 ou 3% de salinité, ils ont présenté de très faibles résultats à l'OST. Néanmoins, on a pu noter 3 milieux d'intérêt, notamment un milieu contenant de l'extrait de levure, 1% de salinité, 1% de sel de mer, et du glycérol à 20 grammes par litre. Un deuxième milieu contenant 80 grammes par litre de saccharose, donc toujours extrait de levure et 1% de sel de mer. Et un troisième milieu contenant 40 grammes par litre de glycérol, extrait de levure et 3% de sel de mer. Donc ces 3 milieux ont pu être sélectionnés pour la suite de l'étude, donc à savoir une montée en échelle, puisqu'on était sur plaque contenant 2,5 ml de milieu, donc l'objectif était de passer de 2,5 à 100 ml de culture. C'est-à-dire qu'on va passer des plaques à des cultures en Erlenmeyer, donc avec un plus grand volume. Donc ces 3 milieux sont qualifiés donc de G20, G40 et S80, et ont été mis en culture donc dans 100 ml de culture. Enfin, le champignon a été mis en culture dans ces 3 milieux, donc avec 100 ml, et à 3 temps différents, donc à 4 jours, 7 jours et 14 jours, pour voir s'il y avait un impact du temps d'incubation sur la production de ces molécules. Donc à nouveau, les surnageants ont été récupérés, testés, criblés par le PMT et l'OST. Et ici, ce qu'on observe, ce sont donc les résultats OST en fonction de nos 3 milieux. Alors sont représentés également les résultats obtenus en plaques, donc à 2,5 ml, pour avoir un élément de comparaison en fait, des cultures à plus grand volume. Globalement, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une très grande variabilité pour les OST. On peut également noter que pour ce qui est du milieu contenant 40 grammes par litre de glycérol, on a une perte d'activité quand on passe des plaques aux Erlen. Même observation pour le milieu saccharose 80 grammes par litre, si ce n'est pour le 14 jours d'incubation où on n'a pas une différence significative comparée aux plaques. Et dernier point important, c'est le milieu G20 en fait, qui a présenté de très bons résultats puisqu'on n'a pas eu de perte d'activité significative en comparaison du milieu à 2,5 ml. Donc à la suite, il s'agissait de caractériser l'activité surfactante de ce champignon. Donc on a sélectionné le milieu G20. Donc on a continué à faire des cultures donc à plus grand volume, avec 100 ml de culture, toujours avec le Trichoderma citrinoviride. Et à partir de ces surnageants, on a récupéré 3 fractions différentes. Donc à savoir de l'extrait actif, c'est-à-dire des extraits actifs enrichis en fait en molécules d'intérêt. On a également une fraction de mousse qu'on a récupérée tout simplement après bullage du surnageant. En fait, on a récupéré la mousse en surface. Et une troisième fraction, donc la mousse concentrée, donc on a récupéré la mousse qu'on a passée sur des petites colonnes pour récupérer les grosses molécules. Donc grâce aux extraits, on a pu faire des mesures de tension de surface, mais également des tests d'émulsion à 24, comme présenté lors de la première étude. Donc pour ce qui est de la tension de surface, vous avez la tension de surface obtenue en fonction de la concentration d'extraits actifs, puisqu'on a testé différentes concentrations. Ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a un abaissement de la tension de surface lorsqu'on est à 2 grammes par litre,
Donc on va qualifier cette valeur de CMC, hein, puisque c'est une concentration micellaire critique, puisqu'on atteint en fait le palier. Et pour une tension de surface égale à 37 millNewtons par mètre. Donc on a un abaissement de la tension de surface en comparaison de l'eau qui est à 72 millNewtons par mètre. Pour ce qui est du pouvoir émulsifiant, donc on a réalisé donc également les tests 24. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une stabilisation en fait, de l'émulsion à partir de 45 grammes par litre, pour un E24 égal à 40%, donc ce qui est plutôt encourageant. Néanmoins, pour ce qui est de cette courbe, des points supplémentaires doivent être réalisés en fait, entre 30 et 50 grammes par litre pour valider en fait, la tendance de la courbe. Donc on a pu voir qu'il y avait un bon pouvoir émulsifiant, qu'ils étaient capables d'abaisser la tension de surface. Maintenant, reste à savoir s'ils sont capables de disperser le pétrole dans la colonne d'eau. Donc pour voir cette capacité, on a réalisé un test WSL, donc qui en fait permet de mesurer l'efficacité de dispersion de pétrole d'une solution dans une colonne d'eau de mer. Donc ces tests sont réalisés en ampoule à décanter, qu'on va placer de l'eau de mer, on va venir mettre du pétrole en surface et on va tester donc, une solution. Et après agitation, on va récupérer un certain volume. Et en fait, on va doser le pétrole qui est passé dans cette colonne d'eau et donc voir s'il y a bien une efficacité de dispersion. Alors ici sont représentés les résultats donc, de l'efficacité de dispersion en pourcentage en fonction des solutions testées. Donc on a l'extrait à 2 grammes par litre qui correspondait donc à la CMC et l'extrait 50 grammes par litre correspondant à la CEC. On a également testé la mousse concentrée et de la mousse simple et un témoin, donc témoin négatif qui est l'eau. Ce qu'on peut voir, c'est que les résultats, ce qui est pour des extraits, que ce soit à 2 ou 50 grammes par litre, ainsi que la mousse concentrée, on n'a pas de différence significative avec l'eau, donc ils ne sont pas efficaces. Néanmoins, pour ce qui est de la mousse, elle a présenté donc les meilleurs résultats de dispersion, mais qui sont néanmoins trop faibles pour être considérés comme efficaces, puisqu'on se situe à 5,5% d'efficacité. Donc on ne peut pas considérer ça comme efficace, il faudrait atteindre au moins 20% pour considérer cette solution comme efficace. Donc l'objectif à la suite de ces caractérisations était d'identifier en fait, les molécules responsables de ces activités. Donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'on a affaire à des petites molécules tensioactives ou bien à des protéines? Pour répondre à ces questions, on est parti des extraits actifs et on a réalisé donc, des chromatographies sur couche mince. Et ce qu'on a pu noter avec ces CCM, c'est qu'il n'y avait pas de lipides. On n'a pas noté de bandes présentes sur les lipides. Ce qui veut dire qu'on n'a ni affaire à des glycolipides ni à des lipopeptides. Donc potentiellement, on peut être en présence de protéines. Donc pour cela, un test à base de protéines SK a été réalisé. Je vais vous expliquer. Donc, globalement, si on prend la mousse de surnageant de Trichoderma citrinoviridae, on voit à l'OST une répulsion parfaite. En fait, le pétrole est repoussé sur les bords de manière parfaite, presque à 100%. Puisqu'on a une aire de répulsion de 55 cm². Donc en fait, on a repoussé tout le pétrole. Donc l'objectif, ça a été d'utiliser la protéine ASCA, qui est une enzyme qui va découper les protéines, en se disant, si on a affaire à des protéines, si on ajoute une enzyme qui dégrade les protéines, dans ce cas, on va perdre l'activité. Donc pour cela, on a mis de la mousse en présence de cette enzyme, qu'on a incubée pendant 15 minutes, et on a pu voir qu'il y avait déjà une énorme perte d'activité, puisqu'on passe de 55 à environ 8 cm². Et lorsqu'on incube encore plus longtemps, donc au bout de 30 minutes, donc on voit bien sur la photo, on voit qu'on tombe à 2 ou 3 cm² donc de répulsion, donc il y a bien une perte d'activité en présence de cette enzyme, ce qui suggère donc que ce sont bien des protéines à l'origine des activités observées. Donc pour valider cette observation, qu'il s'agit bien de protéines à l'origine de ces activités, on a réalisé ce qu'on appelle un gel SDS-PAGE, donc en fait qui va nous permettre d'observer en fait les protéines présentes au sein de notre mousse. Et ce qu'on a pu observer, c'est qu'on a 10 bandes présentes entre 10 et 37 kDa, qui correspondent aux masses. Et ce qui est intéressant, c'est que les hydrophobines, qui sont des protéines déjà connues, ont des masses entre 10 et 20 kDa. Or là, on a 10 bandes protéiques entre 10 et 37. Donc on s'interroge notamment sur l'identité de ces protéines. Peut-être qu'il s'agit donc d'hydrophobines. Alors pour cela, des digestions trypsiques ont été réalisées sur les 10 bandes, donc en fait, qui vont permettre de dégrader les bandes observées pour faciliter en fait l'analyse postérieure. Donc ces analyses sont actuellement en cours. Je ne pourrais pas vous valider l'hypothèse comme quoi il s'agit d'hydrophobines. Et en conclusion de cette étude, on a pu mettre en avant donc,
des facteurs qui influencent la production de biotensioactifs par Trichoderma citrinoviridé. On a pu voir que pour le milieu G20, donc le milieu contenant 20 grammes par litre de glycérol, extrait de levure et 1% de sel de mer, il y a bien une activité conservée. On a une bonne réduction de la tension de surface et une activité émulsifiante qui a été présentée par ce champignon, mais qui reste faible comparée à de la surfactine, par exemple, qui est un autre biotensioactif. En quatrième point, on a pu noter un effet dispersant limité, puisqu'on n'a eu que 5,5% d'efficacité pour la mousse. Donc il s'agirait peut-être d'optimiser ces phases de test. Et enfin, reste à déterminer la nature protéique de ces molécules, à savoir est-ce qu'il s'agit bien d'hydrophobine, ou encore de cératoplatanine, ou encore de glycoprotéines, donc qui sont d'autres molécules, enfin, d'autres protéines avec des propriétés biotensioactives. Donc en conclusion générale, et pour répondre à la première grande question au cœur de la thèse, à savoir quelle est la diversité des champignons produisant des molécules tensioactives, on a pu voir que plusieurs espèces de mucor sont capables de produire des glycolipides. On a également une grande diversité fongique qui a été retrouvée dans les sites contaminés, avec 25,5% des isolats qui sont avérés producteurs de molécules aux propriétés tensioactives. Concernant la deuxième grande question, à savoir quel est l'impact des conditions de culture sur la production de ces molécules, on a pu voir qu'il y avait des effets de facteurs sur la production de biotensioactifs, notamment la source de carbone, la source d'azote, le temps de culture, mais également le volume de culture. Troisième question, quant à l'efficacité de ces molécules in situ en comparaison avec les solutions existantes. Alors on a pu voir qu'il y avait des réductions de tension de surface et un pouvoir émulsifiant chez Trichoderma citrinoviridé. Néanmoins, on a encore une très faible efficacité de dispersion. Concernant la nature chimique de ces molécules produites, donc on a des glycolipides produits par les trois souches de mucor, Plumbeus, Circinoides et Mucedo. Et on a également des molécules de nature protéique produites par Trichoderma citrinoviridé, mais qui restent à identifier plus finement. En termes de perspective, concernant la première étude, on pourrait caractériser plus finement les molécules produites par les trois mucors et tester leur efficacité en dispersion, puisque ça n'a pas été fait. Concernant la deuxième étude, et donc les environnements contaminés, on pourrait étudier les 178 autres candidats potentiels, puisque seul le Trichoderma citrinoviridé a été étudié. Or, on a bien 178 autres candidats. On pourrait tester d'autres milieux de culture ou d'autres tests, tels que le E24, donc qui pourraient être utilisés pour les autres candidats. On pourrait également tester leur capacité à dégrader les hydrocarbures. Ça pourrait être envisagé. Et concernant la troisième et dernière étude, donc le focus sur Trichoderma citrinoviridé, on pourrait procéder à des analyses transcriptomiques pour étudier donc, les voies métaboliques de production de ces molécules, donc dans un but de production à plus grande échelle derrière. Et on pourrait également tester l'efficacité de dispersion d'un cocktail de biotensioactifs, et donc se rapprocher de conditions industrielles, donc passer sur des plus gros volumes, donc passer par exemple de Noserlen à 100 ml à passer à 5 litres, 10 litres et ainsi de suite. Donc, je vous remercie de votre attention et je reste à votre disposition s'il y a des questions. Ok, bah, écoute, merci beaucoup Mélanie pour cet exposé, puis surtout pour avoir respecté le chrono, et je te dis un grand merci pour ça. Du coup, maintenant, il va être l'heure du jeu des questions-réponses. Alors, je commencerai d'abord pour féliciter évidemment Mélanie pour tout le travail fait. Et aussi, je voudrais quand même rappeler que ces résultats ont permis la rédaction d'une proposition de projet qui a été soumise à l'ANR l'année dernière, donc en compagnie de Florian Lelcha qui nous a rejoint. Et tous ces résultats-là sont exploités dans une ANR qui est en cours à l'heure actuellement et qui s'appelle le Meatgiver. On a donc bien vu qu'effectivement ces champignons produisaient des tensioactifs qui pouvaient être utilisés ou intéressants pour la restauration de sites contaminés aux hydrocarbures. Mais pas que, donc l'objectif de l'ANR, c'est d'aller un peu plus loin. Et juste une petite boutade à Mélanie, c'est le cèdre, comme vous avez pu le voir, on a deux façons de présenter le site, soit il est très contaminé par les hydrocarbures, ou soit nous sommes très forts pour cultiver les champignons capables de dégrader les hydrocarbures. Il y a une toute petite question à voir. Donc écoutez, nous vous laissons la parole. Si vous avez des questions, nous serons heureux d'y répondre. Je ne sais pas si vous avez un commentaire à faire. Moi j'ai une question pour le cèdre. Vas-y, je t'en prie. C'est quoi la différence entre un dispersant et un émulsifiant?
physiquement? Oh bah, tu as des tensioactifs dans les deux cas. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est vrai que la thèse, elle est assez orientée sur les dispersants, mais l'objectif, c'est plutôt la production de tensioactifs. Et dans les émulsifiants, comme dans les dispersants, tu vas avoir un tensioactif dedans. Donc nous, notre tensioactif qu'on essaye de produire, ou ce biotensioactif, on l'a focalisé dans le cadre du travail de thèse un peu sur la restauration de sites contaminés, mais ça va beaucoup plus large que ça. Et cette molécule, ce biotensioactif, issu du milieu marin, pourrait être utilisé pour la fabrication d'autres produits, et pas uniquement de produits. Tu ne réponds pas à ma question. C'est quoi physiquement la différence entre, quand tu fais une dispersion dans la colonne d'eau, c'est une émulsion que tu crées. Oui, mais et du coup, quand tu fais là, elle a fait le 24, ça fait une émulsion, ok, dans l'air. Et après le test de dispersion, c'était pareil, c'est finalement une émulsion que tu crées. Et pourquoi il y a une telle différence finalement entre le P24 et le test de dispersion? Parce que je ne sais pas, parce que physiquement c'est la même chose que tu crées. Du coup, est-ce qu'il y a une subtilité entre les deux tests ou c'est un effet qu'on n'explique pas, ou je sais pas, c'est le fond de la question. Si je peux avoir une piste de réponse. Vas-y, Mélanie, c'est toi que je De mémoire, pour ce qui est des émulsifiants, c'est les biotensioactifs plutôt au poids moléculaire, ils sont plus lourds que les biotensioactifs, enfin, ce qu'on appelle biotensioactifs. Et ce qui est des émulsifiants, c'est qu'on va observer des résultats positifs pour E24, mais on a très faiblement ou pas d'abaissement de tension de surface. En comparaison des petites molécules type surfactine par exemple, on voit, c'est du petit biotensioactif, on voit qu'on a et un pouvoir émulsifiant et un abaissement de la tension de surface. C'est ce qu'on va pas forcément observer chez les émulsifiants. Ok. Voilà. C'est une piste de réponse. Non mais si, mais c'est quelque chose comme ça qui se passe. Mais physiquement, je ne parle pas. Et est-ce que les gens en visio ont une question à poser ou un commentaire à faire sur ce travail ou pas du tout? J'aurais bien une petite question à poser. Donc, le lieutenant Sauvanet de la DEPOL au BMP. Concernant justement ces biotensioactifs et ces champignons, est-ce qu'ils sont facilement stockables en grande quantité, éventuellement dans l'optique de la définition d'une doctrine d'emploi en utilisation sur un rivage pollué par exemple? Est-ce qu'on peut envisager d'en stocker quelques dizaines de tonnes sans qu'ils se dégradent naturellement au cours du temps? Bah en fait, comme l'objectif, ce serait de les intégrer dans des dispersants, je pense qu'il y a une phase de... j'ai perdu le mot. Non. Développement. Ouais, de développement, en fait, il faudrait déjà développer les dispersants, et au final, je pense qu'ils pourraient se stocker de la même manière que les dispersants qu'on utilise actuellement. Là, l'objectif, c'est vraiment de trouver des biotensioactifs, mais pour faire des biodispersants, si je peux dire. Donc, je pense qu'en termes de stockage, ils se stockeraient de la même manière une fois que c'est formulé. Enfin, formulé. Ça, je veux dire, il y a une phase de formulation à envisager avant utilisation. D'accord, très bien. Merci. En sachant que la probabilité d'utiliser un champignon pur est quasi nulle, elle sera forcément associée à quelque chose d'autre. Donc on aura... Après, le champignon microscopique, à la fac de Brest, ils ont une magnifique bibliothèque où là, ils sont capables de prendre une souche, de la mettre dans un tube à essai, de la conserver pendant des années. Et elle peut rester active après. Ok. Je sais pas, je vois que Clémence Corbeau est là. Est-ce qu'elle veut dire un petit mot ou Madame Wagner, c'est comme vous voulez. Sinon, oui, on va s'orienter rebonjour. vers la fin. Oui, je pense que vous m'entendez maintenant. Non, j'ai pas de questions. Bon, pour moi, c'est plus de la culture générale, hein. Intérêt à titre personnel, c'est voilà. En tout cas, je vous remercie pour ces visios qui sont toujours très claires, et puis bravo à la doctorante pour ce remarquable travail. Merci beaucoup. Ben écoutez, si pas d'autres commentaires ou de main levée, je vous propose de mettre fin à ce webinaire, comme ça on va respecter l'horaire. Je vous dis un grand merci pour être venu assister à la présentation de Mélanie. Mélanie, franchement, encore un grand merci pour tout le travail et puis pour avoir eu la gentillesse de venir ici ce matin.
Et puis je vais vous dire dans 3 ans maintenant, puisque le projet ANR MidGiver devrait arriver à la production de quelque chose d'ici 3 ans. Donc on viendra vous présenter avec plaisir les travaux à la fin et on pourra vous dire ce qu'on peut faire de nos champignons retrouvés sur la plage de Brest. Merci à tous et puis à très bientôt. Au revoir.